bonjour à tous. Je lance en parallèle l'affichage. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il ne veut pas démarrer? C'est nous ça. Pourquoi il s'est arrêté? Je pense qu'il s'est arrêté parce que voilà. Réparation automatique, c'est quoi la réparation automatique? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que quand je l'ai vu involontairement. Et passe, réparation automatique, arrêtez. Oui. Arrêter la réparation automatique. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas la journée aujourd'hui. Hein. Ce matin, on a souvent que des petits problèmes. Alors, tu le démarres celui-là. Voilà. Hop. Courage. Merci. À toi aussi, parce que. Voilà, c'est. Alors, on s'est résigné, ce sera sans cabine. Pour un seul intercompteur. Là, le mec, il va connaître mon nom par cœur. Ouais. C'est dommage, un truc comme ça. Ouais, bon, c'est vrai que bon, là, le problème, c'est le loueur. Ah, bon, okay. Je vous laisse parce que on a déjà considéré, ce sera. Je suis déjà en train d'enregistrer. Voilà. Okay. Allez-y, l'enregistrement a démarré. Je vais épingler ça et je vais vous afficher évidemment la présentation. Que voilà, histoire, diapo chronologique. Et voilà. Normalement, ça doit s'afficher. Si le machin veut bien avoir comme source. Ah oui. Alors, attends. Oui. Pourquoi? Ah bah oui, c'est normal. Parce que si je ne branche pas, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Voilà. 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 Ok. On termine l'histoire. On a juste un quart d'heure de retard. D'accord, c'est quoi dans ton code pour sortir? Tout. Je sors tout. La sacoche noire, mon blouson, le sac Bordeaux. Alors, menu. Menu. Tac. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais éclairer un peu. Et voilà. C'est bon. On est en source. On va se mettre en source des subs. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. On est sur l'histoire. Et donc, on va aller directement à la slide où on était resté l'année là, il y a 15 jours, et 8 jours, pardon. On était donc après la Deuxième Guerre mondiale avec le développement de l'aéronautique, les chasseurs, les avions d'attaque au sol, tout ce qui était les multirôles, que ce soit des chasseurs de 3e, 4e génération, y compris les furtifs, et on était resté là sur les hélicoptères de combat. Voilà. On était resté sur ça. Donc, vous avez vu toute la partie chasseur. Donc, une des évolutions importantes
qui va arriver avec les premiers hélicoptères avec des vraiment opérationnels, avec des moteurs à piston, c'est la fin des années 40. Sikorsky, qui va être celui qui va... En fait, on a 3 constructeurs dans le monde qui vont redémarrer l'idée de l'hélicoptère. On a vu que l'hélicoptère, c'est une invention française, Giraud, ça s'appelait. En 1910, le premier hélicoptère, je ne sais pas si je vous repasse les... Attends, il faut que je regarde qui sont les participants là, parce que j'ai des micros qui sont ouverts. Ça génère des perturbations. Voilà. J'ai des micros ouverts. Voilà, je désactive. OK. Et donc, qu'est-ce que j'ai en conversation ici? Je vois quelqu'un en conversation. OK, d'accord. Ça, c'est plus des bons. OK. Donc, je vais épingler ça. Ah ben non, je n'ai pas besoin d'épingler. Voilà. Donc, vous vous souvenez que l'invention de l'hélicoptère est une invention française du tout début du siècle. Le premier vol des frères Wright en avion en 1903. Et en 1910, Giraud invente l'hélicoptère. 1910. Vous vous souvenez, espèce de coléoptère avec 4 grandes pales. Bon, en fait, après, l'hélicoptère n'a jamais véritablement trouvé sa voie. Les avions ont beaucoup progressé. Mais l'hélicoptère, son handicap numéro 1, c'est qu'on n'avait pas des moteurs assez puissants pour soulever et maintenir en l'air une charge importante. Alors là, ça va quand même changer parce que comme vous avez vu que pendant la Première Guerre mondiale, on va commencer à avoir des moteurs, on va passer de moins de 100 chevaux à 350-400 chevaux à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez que dans les années 30, on avait déjà des moteurs de presque 1000 chevaux. Le Merlin, la première version du Merlin, 1931, 1040 chevaux. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a des moteurs de 3000 chevaux. 2500, 3000 chevaux. Le Sea Fury avait par exemple un moteur de 2400 chevaux. Si je regarde le Sea Fury, c'est quelque chose qui ressemblait à ça. Tiens, est-ce que je peux essayer de faire ça, aller plus vite? Ah non, pardon, toc. Ah oui, ça c'est début, ça c'est fin. Ok, d'accord, on va faire ça. Voilà, tenez, je vous le remontre, l'invention de l'hélicoptère. Si vous ne le souvenez plus, c'est ça, c'est à ça que ça ressemble. Voilà, voilà. Paul Cornu. Voilà, le premier hélicoptère, Paul Cornu. C'est le premier qui fait faire justement d'hélicoptère. On va se poser au sommet du Mont Blanc. Mais voilà. Paul Cornu, 1907, je dis 1910, 1907, le premier hélicoptère. Puis après, plus rien, parce que bon, voilà, pas de moteur assez puissant. Et je vous rappelle surtout que derrière, bon, ben, là, voilà, on rappelait qu'en 1914, on était à 100 chevaux, en 1918, on atteint déjà les 400 chevaux. Les moteurs vont énormément progresser, on va abandonner le moteur en étoile et on va avoir des moteurs, regardez le Supermarine, on l'a vu là, où est-ce qu'il est? Voilà, ça c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Voilà, celui-là, là, le Supermarine S6B, va déjà être le premier. Il a déjà les premiers moteurs. Alors non, le Supermarine pas encore, mais quand va arriver le Spitfire, voilà, celui-là, là, vous voyez, on a déjà des moteurs là, 950 chevaux, 1200 chevaux sur le F4F. Et là, on est au début de la guerre. Okay. Voilà, le De Voitine, des Anglais, voilà, avec le Hawker Hurricane et le Supermarine Spitfire, avec son moteur Merlin, il fait 1000 chevaux au début de la guerre, il en fait 2000 à la fin. Donc la guerre va énormément d'amélioration sur les moteurs, la puissance. Voilà, on va finir par des avions, notamment là des bombardiers avec des moteurs de 1200 chevaux. Et on va arriver sur la fin de la guerre, vous voyez, avec des chasseurs avec des moteurs de 1700 chevaux. Et sur les gros bombardiers comme le B-29, eh bien, c'est 4 fois 2800 chevaux. Je n'ai pas ici, vous voyez, le Superman Spitfire à la fin de la guerre, il fait 2000 chevaux, alors que le Hooker Tempest 2500. Le Sea Fury 2400 chevaux. C'était d'ailleurs des avions qui étaient un peu particuliers parce qu'au pilotage, on expliquait, il fallait absolument briefer les pilotes de surtout pas mettre pleine puissance pour décoller. Parce que si on mettait pleine puissance, la puissance du moteur était telle qu'avec l'inertie de l'hélice, l'avion se retournait.
Il tournait sur lui-même. Il était incontrôlable. Il tapait au sol et il se retournait. Donc, il fallait toujours mettre de la puissance très progressivement au fur et à mesure qu'il accélérait, parce que sinon, la puissance des moteurs était devenue telle qu'ils n'étaient pas maîtrisables en monomoteur. En multimoteur, le problème ne se pose pas. L'autre raison, c'est que les couples s'inversent. Voilà. Et donc, ça va permettre le développement des premiers hélicoptères. Alors, le premier hélicoptère que l'on va voir, alors, ce qui m'embête, c'est quand je fais la présentation, j'ai l'Internet sur une machine en même temps que j'ai la prise de vue, mais j'ai la présentation sur une autre. Donc, c'est un peu touchy. Mais on va avoir 3 constructeurs dans le monde qui vont se réintéresser à l'hélicoptère. Alors, le premier, c'est Sikorsky avant la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, il ressort l'idée de Paul Cornu de 1907 et il commence à essayer de mettre en place un hélicoptère. Je dois en avoir quelques photos sur l'autre machine, mais je les mettrai en ligne. Sikorsky commence à essayer de fabriquer une espèce de machin, une espèce de sauterelle bizarre. C'est au milieu des années 30. Évidemment, opérationnellement, ça ne marche pas du tout, c'est une catastrophe, c'est lourd, c'est lent, ça ne monte pas haut, ça bouffe énormément de pétrole et ça n'avance pas. Mais quand même, il travaille sur la question. Il travaille sur la question et notamment sur le problème numéro 1, qui est d'avoir un rotor qui puisse s'orienter dans 2 directions, parce que l'hélicoptère, en fait, vous voyez qu'il n'a pas de système propulsif. Sa voilure est une voilure tournante. En fait, chaque pale se comporte comme une aile. Sauf qu'au lieu que l'aile avance dans l'air avec le reste de l'avion, eh bien, l'aéronef peut rester immobile parce que l'aile étant en mouvement, la surface portante étant en mouvement, il y a en permanence de la portance sur chacune des pales. Voilà. Donc, c'est grâce au moteur qui entraîne le rotor et le fait que le rotor, voilure tournante, tourne dans l'air, le profil des pales a le même profil qu'une aile d'avion. Elle est bombée dessus et plate en dessous. Le résultat, c'est que la pale se déplace dans l'air, et comme elle se déplace dans l'air, elle crée de la portance. Donc, quand le rotor tourne, il y a de la portance. Ce qui permet effectivement d'avoir de la portance sans déplacer l'aéronef. Il permet de faire du vol stationnaire, ce qu'aucun avion ne sait faire. Ou alors, bon, ça devient très compliqué avec des tuyères verticales comme le F-35, qui peut éventuellement se poser verticalement. Il ne décolle pas vraiment verticalement, mais il peut se poser verticalement. Mais c'est parce qu'au lieu d'avoir le jet qui sort vers l'arrière, on envoie le jet vers le bas. Voilà. Et c'est super touchy comme transition. Lui, donc, l'hélicoptère va renaître par Sikorsky dans les années 30, mais ça n'a rien donné. Il ne va pas du tout servir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein d'autres priorités. Et il revient à l'attaque dans les années 40, fin des années 40. Et on a 3 constructeurs, Sikorsky, Bell, qui va développer les premiers hélicoptères aussi, donc qui vont être des hélicoptères avec des moteurs à piston. Donc on va faire des grosses machines, là-dedans on met un énorme moteur, un de ces fameux moteurs de 1500-2000 chevaux là qu'on utilisait sur les bombardiers. Et donc, il va alimenter le rotor sur lequel on aura fini par mettre au point la BTP, la boîte de transmission principale, qui va permettre justement d'orienter le rotor. Et en particulier, d'orienter les pales. Donc, il faut envoyer ici des vérins qui permettent d'orienter les pales, parce que parce que j'oriente les pales, j'augmente l'incidence des pales. Il va se passer exactement la même chose que sur un avion. Quand j'augmente l'incidence, on l'a vu en aérodynamique, on modifie le CZ et on modifie la portance. Donc, quand je veux monter avec un hélico, il faut que je puisse basculer les pales, orienter les pales pour avoir plus d'incidence. Et à ce moment-là, j'ai plus de portance et je monte. Okay. Deuxièmement, comment on fait pour avancer? Il n'y a rien qui le pousse, lui. Il n'y a rien qui le tire. Donc, on va utiliser la portance en faisant en sorte que l'hélicoptère qui est là, le rotor est dessus, on va basculer le rotor vers l'avant et on va utiliser la portance qui, au lieu de s'équilibrer simplement avec le poids, va également créer un vecteur vers l'avant et va permettre d'avancer. Ce qui permet à un hélico, éventuellement, avec un peu de savoir-faire du pilote, de faire de la marche arrière. S'il met ce qu'on appelle le pas général en négatif. Ce n'est pas très conseillé parce que c'est une manip pas de simple. Mais
Avec un peu de doigté, il peut y arriver. Mais c'est surtout vers l'avant que ça sert. Et vous verrez qu'un hélicoptère au décollage, il va mettre du pas cyclique, c'est-à-dire orienter ses pales pour se soulever. Et dès qu'il aura pris un peu de hauteur par rapport au sol, le pilote va mettre du pas général, c'est-à-dire va mettre un peu de manche en avance, qui va incliner le rotor et l'hélicoptère va partir comme ça. Il va prendre de la vitesse. Et dès qu'il aura suffisamment de vitesse, il pourra continuer à s'élever. Voilà. Alors l'hélicoptère, au début, va être des moteurs à piston et très très vite. Alors les trois constructeurs, pardon, j'ai oublié de le dire, Sikorsky, Bell et Aérospatiale en France. L'aérospatiale qui s'appelait encore la SNCASO à l'époque, la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest, va développer les premiers hélicoptères comme le Djinn. C'est un truc génial, c'est une gigantesque bulle. Il va être une trame métallique et les Français vont être là à nouveau en pointe dans le monde de l'hélicoptère. Et ils ont eu un grand coup de mou après, mais ils sont quand même revenus toujours aujourd'hui en tête de la course au niveau mondial avec Eurocopter qui maintenant s'appelle Airbus Hélicoptère. Voilà. Parce qu'on a développé ensuite d'autres machines, notamment on a été parmi les premiers au monde à utiliser des turbines au lieu d'utiliser des moteurs à piston. Et en effet, un des hélicoptères très, très innovants, très en avance sur son temps, et qui a donné beaucoup d'idées aux Américains et à Sikorsky, parce que très vite, l'idée a été immédiatement copiée. Comme il faut plus de puissance, ben, qu'on ne pouvait pas embarquer des moteurs qui étaient en plus très lourds. Pour sortir 3000 chevaux, on avait un moteur qui pesait plus d'une tonne. Donc, évidemment, les performances n'étaient pas géniales. Alors qu'avec une turbine, vous pouvez sortir 3000 chevaux avec un truc qui pèse 400 kg. Même pas. 250 kg. Et puis, surtout, vous pouvez largement franchir les 3000 chevaux parce que vous pouvez mettre deux turbines. Vous faites 2 fois 5000, vous avez 10 000 chevaux. D'accord ? Et donc, vous pouvez commencer à avoir des très, très grands rotors générant beaucoup de portance. Mais pour avoir des gros rotors qui font beaucoup de portance, ça génère beaucoup de traînées. Toujours. Hein. Dès qu'il y a de la portance, il y a de la traînée. Donc, il faut des très grosses puissances pour pouvoir générer la portance nécessaire. Mais ça a permis de voir très vite des hélicoptères de combat, exemple celui-là, le Tigre européen, ou le AH-64 Apache américain. Donc, on est là sur des choses qui ont été conçues. Alors, c'est les dernières générations, mais l'hélicoptère, bon, ça, c'est du Mi-35 russe. Voilà des hélicoptères de combat. Mais on a surtout les hélicoptères de transport aussi. Alors, attendez, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'hélicoptère de transport? Ben non, je n'ai pas d'hélicoptère de transport. Mais l'hélicoptère va se développer très, très vite. D'abord parce qu'il est très agile, il est très pratique. Il permet d'intervenir sur les théâtres d'opération. D'ailleurs, dès la guerre d'Indochine dans les années 50, les Français utilisent des hélicoptères Sikorsky, des hélicoptères avec des moteurs à piston. Hein. C'était des grosses vaches, très peu agiles, mais déjà ont servi pour amener du matériel, amener surtout des secours, évacuer des blessés. Et ça va être l'utilisation numéro 1 de l'hélicoptère au départ, puis de l'hélicoptère de transport, de plus en plus gros, pour amener des troupes ou évacuer des troupes. Et enfin, on est passé carrément à l'hélicoptère de combat, qui lui est armé et peut faire de l'attaque au sol. Il faut dire que même les hélicoptères de transport comme le Bell Huey, dès le Vietnam, très très vite, tout de suite, dès les années 60, on lui a mis des lance-roquettes sur les côtés. Ne serait-ce que pour qu'il puisse avoir un minimum d'autodéfense par rapport à d'autres. Parce qu'un hélicoptère non armé, c'est un hélicoptère qui est à poil. Alors, d'autres aspects de développement de l'aéronautique pendant la guerre froide, c'est les avions de reconnaissance. Donc, on a vu qu'il y a des avions de chasse. OK, on a développé des avions de chasse. On a développé des avions d'attaque au sol, d'appui tactique. On a développé des avions de chasse de plus. Alors là, c'est plus tellement de la chasse, c'est ce qu'on appelle de la supériorité aérienne. C'est-à-dire des avions capables de pénétrer les défenses adverses, éventuellement avec une charge nucléaire, comme c'est le cas du Nighthawk, alors aucun de ceux-là, si les Tornados pouvaient emporter une charge nucléaire, hein, donc des avions de supériorité aérienne et de pénétration, plus seulement des chasseurs. Parfois, ils sont multi-rôles, comme le F-16, des hélicoptères de transport, des hélicoptères de combat, et on arrive sur le dernier. Alors, les bombardiers, on ne vous a pas parlé des B-50, ça vient peut-être après. L'observation, évidemment, la mission d'observation et de reconnaissance. Jusque dans les années 60, début des années 70, le seul moyen de savoir comment était armé l'adversaire, c'était d'aller voir.
comme on faisait en 1914 au-dessus des tranchées. Donc, jusque dans les années 70, eh bien, il fallait aller toujours le plus haut possible pour ne pas être intercepté, pour ne pas se prendre un missile ou une roquette, le plus haut possible. Donc, voler. Alors, ça, c'est le U2. Il est là, il y a un. Ça, c'est les versions, la première version, mais le U2, il a cette tête-là, les dernières versions. C'était d'ailleurs un planeur qui a été modifié pour en faire. On a pris un planeur, on a multiplié toutes les dimensions par 2, et lui, il pouvait voler à pratiquement 25 km d'altitude, 23-25 000 mètres. Les Américains pensaient qu'à cette hauteur, ils seraient invulnérables. Et malheureusement, les Russes ont fini par développer des missiles SAM 7 ou SAM 9 qui ont réussi à dégommer. Et d'ailleurs, un certain, c'était Gary Powers, un pilote d'un U2 a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Et là, le pilote a été fait prisonnier. Et c'est un très célèbre échange de prisonniers à Berlin-Est, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, sur le fameux pont où on échangeait un espion contre un pilote entre l'Union soviétique et les États-Unis. Mais on a aussi essayé de développer. Alors, pour ne pas se faire prendre, il faut voler très haut et très vite. Et donc, le sommet de cette technologie, c'était lui, le SR-71, Lockheed SR-71, qui avait un système de propulsion composé d'un système mixte avec un turboréacteur et un statoréacteur autour. Donc, il fallait un turboréacteur pour atteindre une certaine hauteur et une certaine vitesse. Et puis, une fois qu'il avait suffisamment de vitesse, eh bien, il n'avait plus besoin du turboréacteur. Le statoréacteur, avec ici un cône qui se déplaçait en fonction de la vitesse pour obtenir la bonne compression, lui permettait d'atteindre Mach 3,3, le SR-71. Mais bon, Mach 3,3, même à 28 km d'altitude, 27-28 km d'altitude, bon là, il était quasi invulnérable. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont jamais réussi à en dégommer un. Bon, il a plein de records. Il a des records de vitesse en tour du monde, des records de vitesse absolue, Mach 3,3, des records de distance franchie en vol unique, etc. Bon, il faut savoir que ce machin, c'est un gouffre. Hein. Un gouffre à construire, un gouffre à exploiter, et la consommation de carburant pour voler à Mach 3,3 au-dessus de l'Union soviétique, elle était colossale. Par contre, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ils n'avaient pas besoin d'aller très loin pour aller au-dessus de l'Union soviétique. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on regarde une planisphère, on a l'impression que les États-Unis et l'Union soviétique sont très loin. Okay ? Mais maintenant, si vous regardez la Terre vue d'en haut sur le pôle Nord, en fait, ils sont juste l'un en face de l'autre, de part et d'autre de l'océan Arctique, dont le diamètre est de 1700 ou 1800 km. Et comme, évidemment, pour se rapprocher, les Américains ont pendant très longtemps eu des bases dans le nord du Canada et sur la rive nord du Groenland, au cas où ça vous dirait quelque chose. Si vous voyez pourquoi un certain Trump, depuis quelque temps, s'intéresse de nouveau beaucoup au Groenland, ils ont une base là, et la base américaine au nord du Groenland, elle est juste en face. Ils avaient aussi une base en Norvège, mais elle est juste en face, à peine plus de 1500 km des côtes de l'Union soviétique. Donc, allez, ici, lui, quand il décollait, d'abord, il prenait assez de carburant juste pour décoller et arriver à quelque chose comme 6-7 000 mètres d'altitude. Là, il avait son premier rendez-vous avec un tanker pour faire le plein, parce qu'il était incapable de décoller avec les pleins. Impossible. Trop lourd, et puis ça pisse de partout, parce que les tôles au sol ne sont pas jointes. Donc, une fois qu'il vole, les bords d'attaque ici sont à 400 degrés. Et là, les tôles se dilatent et il devient étanche. Et donc, on peut faire le plein. C'était un truc de fou, ça. De fou complet. Bon, il a eu une carrière d'à peu près une vingtaine d'années. Sa carrière s'est terminée à la fin des années 70. Pourquoi ? Parce que pour aller regarder ce qui se passe chez l'ennemi, petit à petit, qu'est-ce qui a remplacé les avions d'observation ? Vous pouvez me le dire ? Le satellite. Au début, les satellites, ils étaient pas très gros, ils n'étaient pas très lourds. Pour pas être trop lourds, ils n'étaient pas très gros parce qu'on n'avait pas des fusées très puissantes. Donc, pas très gros, donc pas avec beaucoup d'instrumentation. Et les instruments étaient myopes. C'est-à-dire que quand ils voyaient un hangar, c'était le maximum de ce qu'ils pouvaient voir. Aujourd'hui, les satellites en question, ils sont non seulement optiques, radars, électromagnétiques, etc. Et leur résolution, ils peuvent voir un objet de la taille d'un paquet de sucre. Et vous dire ce que c'est. Ils n'arrivent pas encore à lire la marque sur le paquet de sucre, mais bientôt. Je pense que ça va venir. Donc, la résolution, la visibilité, la capacité à voir ce qui se passe en bas, en tout cas, ils sont depuis
mais déjà pratiquement une quinzaine d'années, 15-20 ans, depuis le début des années 2000, un satellite est capable de détecter un être humain et de le distinguer du reste. Donc, ils peuvent même sur le champ de bataille vous dire combien il y a de bons hommes. Donc, inutile de vous dire que tout ça, on n'en a plus vraiment besoin. Alors, il y a encore des U2 qui volent. Je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Bon. Bien, on continue. Autre utilisation de l'avion, le bombardement, qui est non plus du bombardement tactique. Maintenant, on n'est plus qu'en bombardement stratégique. Le bombardement tactique, il est localisé, il est sur le champ de bataille, il est essentiellement nécessité pour permettre de bloquer l'avance d'une unité ennemie. C'est les avions d'appui au sol qu'on a vu, les multirôles, etc. Même le Rafale est un multirôle, c'est-à-dire qu'il est capable aussi bien de faire du combat aérien que de l'appui tactique au sol. Ça dépend de ce qu'on lui donne comme armement. Par contre, le bombardement stratégique, lui, restait toujours d'actualité, avec évidemment une obsession, c'est le bombardement nucléaire. L'agression nucléaire devait donner lieu à une réponse nucléaire. Et le seul moyen de faire en sorte que l'autre n'ose pas attaquer, c'est de savoir qu'il y a dans le coin des bombardiers avec à bord une pilule nucléaire et qui se la prendrait sur la figure dans la minute qui suit. Donc, le principe, c'était la MAD. Toute la stratégie, c'était MAD, comme dingue. MAD, c'est Mutual Assured Destruction. Okay, personne n'a intérêt à commencer parce que de toute façon, il ne s'en sortira pas. Étant donné que le principe, c'était la dissuasion. Tu n'as aucun intérêt à m'attaquer parce que de toute façon, moi, je mourrai, mais toi, tu mourras aussi. Donc, les résultats, c'était la course à l'armement et surtout la course à l'armement de telle façon à ce que derrière, la course n'était pas avoir des bombes, chacun en avait. Mais c'était faire en sorte que ma bombe arrive le plus vite possible sans que l'autre puisse l'empêcher d'arriver. Donc, on a développé les missiles balistiques, mais on a développé aussi des avions à charge nucléaire de pénétration. On a développé les missiles plus seulement fixes, parce que ceux-là, ils sont faciles à repérer, mais mobiles dans des sous-marins, dont personne ne sait où ils sont exactement à un instant T donné. Donc, il est impossible de les neutraliser. Et on avait, surtout dans les années 60, avant de développer les sous-marins et les outils de pénétration, des bombardiers comme le B-52. Et ça, c'est le TU, je ne sais plus combien, TU-95, voilà, Tupolev 95, alias Bear, avec des turbopropulseurs à double hélice, contrarotative. Donc, extrêmement efficace. Et lui, bon, il est subsonique, comme lui. Et finalement, avec ses hélices, il va pratiquement aussi vite qu'un B-52 qui, lui, a 8 réacteurs. Enfin, il a 4 nacelles de réacteurs doubles. Voilà. Et en fait, le B-52, il va bientôt souffler ses 70 ans. C'est un avion du début des années 50, mais ils n'ont pas de remplaçant. Et donc, ils en sont au point où ils sont en train de les remotoriser pour repartir pour 20 ans de plus, parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Voilà. Donc, alors les Anglais et les Français, eux, vont utiliser bombardier. Alors, ça, c'est le Vulcan, le V pour les Anglais, et le Mirage 4. Qui étaient des bombardiers, mais voilà, on va dire c'est un avion de pénétration, de supériorité aérienne, mais ce n'était pas des bombardiers de cette taille-là, de cette ampleur-là. Par contre, ils avaient l'avantage d'être supersoniques. Voilà. On va continuer. Ben voilà, ça c'est Mirage 4, hein, qui apportait une son objectif, le Mirage 4, c'était pas un chasseur, hein, c'était pénétration avec arme nucléaire. C'était la force de dissuasion nucléaire. On a après, évidemment, toutes les soviétiques avec le Tu-160 qui est toujours opérationnel. Ils en ont utilisé en Syrie dans les années 2014-2015, pendant la guerre en Syrie. Tu-22 Blackfire, je ne sais pas si c'est encore en service ou s'il est toujours. Le B1 Lancer, aujourd'hui, est en fin de vie. Il y a le B2 et surtout le B21 qui arrive. Donc, ils sont des évolutions de ces machines. Alors, ces machines-là étaient à géométrie variable. C'est fini, c'est trop complexe, trop lourd. Et maintenant, on est plutôt sur des ailes volantes. Le B21 est une aile volante plus furtive et beaucoup plus rapide et moins consommatrice. Alors, évidemment, dès qu'on a des engins qui doivent voler très vite, loin, avec de la pénétration, le vrai problème, c'est emporter le carburant nécessaire pour la pénétration et revenir. Donc, si on doit partir des États-Unis pour aller à Moscou, ça fait quand même loin et on ne peut pas emporter assez d'essence. Donc, il faut mettre au point des systèmes de ravitaillement en vol. Ne serait-ce que si l'avion va très vite et donc est très agile, il ne peut pas emporter 50 tonnes de carburant. Sinon, il deviendrait tellement gros qu'il ne le serait plus. Donc, pour
l'agilité et la vitesse, on doit réduire la taille. Si on réduit la taille, forcément, on va diminuer la quantité de carburant embarqué, ce qui veut dire que, par exemple, un Rafale, lorsqu'il part en mission, il a avec ses réservoirs internes, il a à peine 1 heure d'autonomie. Donc, il faut déjà commencer par lui rajouter des bidons externes, ce qui va dégrader ses performances aérodynamiques, si on veut qu'il ait entre 1 heure et 3 heures d'autonomie. Mais 1 heure et demie à 3 heures d'autonomie, ce n'est pas colossal. Quand vous faites des missions à 2000, 3000 km, ça veut dire 4 heures aller-retour au minimum. Et surtout, non, c'est 3000 km de distance, c'est 6 heures de vol en subsonique. Parce que dès que vous passez en supersonique, la consommation, elle explose. Résultat, il faut régulièrement avoir une station-service pour refaire le plein aux étapes cruciales. Donc, il a fallu pour développer la dissuasion nucléaire, il faut avoir des gens en vol en permanence. Donc, on va maintenir une permanence opérationnelle. C'est-à-dire quand il y a un avion qui se pose, il y en a un autre qui décolle et ils doivent rester en l'air pendant des heures pour assurer une dissuasion. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut frapper l'adversaire. C'est le seul moyen de le dissuader. Si on n'est pas en mesure de le frapper, ça veut dire qu'on lui offre une possibilité d'attaquer. C'était tout le principe de la dissuasion. Donc, on va développer le ravitaillement en vol. C'est vieux le ravitaillement en vol, 1921. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Mais en fait, avec la guerre froide, dès la fin des années 50, début des années 60, arrivent des Boeing 707 modifiés, qu'on appelle des KC-135. Alors, les Français en ont quelques-uns. À une époque, on n'avait pas d'autre solution. Et maintenant, on a envoyé tous les Boeing à la casse, on les a remplacés par un nouveau, absolument génial, Airbus A330 MRTT, Multi-Role Tanker Transport. Voilà. Donc, on peut soit faire du transport de fret, soit transporter des troupes, soit mettre des bidons à l'intérieur pour faire du ravitaillement en vol. Le l'A330 MRTT avait été développé par Airbus pour répondre à un appel d'offres de l'armée de l'air américaine. Appel d'offres que, bien entendu, ils ont perdu. Les Américains, c'est pas américain, donc je ne prends pas. Donc, résultat, ils ont passé la commande à Boeing. Et comme chacun sait, fait d'excellents produits. Ils se capent beaucoup la gueule en ce moment. Voilà. Donc, finalement, ils ont filé le marché à Boeing et Airbus s'est retrouvé comme un con. Sauf que Airbus a très très vite trouvé plein de clients qui n'avaient pas du tout envie d'acheter les Boeing, qui étaient beaucoup plus chers, beaucoup moins performants, etc. Et donc maintenant, l'Airbus A330 MRTT est en train de devenir un grand succès dans toute l'Europe et chez un certain nombre d'autres forces armées. Voilà. Autre chose, on a absolument besoin sur un théâtre d'opération de savoir qui se trouve où et fait quoi. Donc, on va développer des avions radars, les AWACS. Je ne sais plus ce que veut dire le cible. Donc, on va avoir des engins comme celui-là. Ça aussi, c'est un Boeing 707 modifié, avec dessus un radar embarqué. À l'intérieur de ce radeau, vous avez un radar qui tourne, qui explore tout. Le radeau, là, on tient debout dedans. Le machin, il est grand comme cette pièce. Et alors, un peu moins. Mais il fait 6 mètres de diamètre. Donc, voilà, c'est ça. Il fait les 2/3 de cette pièce. Voilà, et on peut moins pas, mais il y a 1m65, 1m70. On peut presque tenir debout dedans. Donc c'est grand comme machin. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il y a les oreilles. Bon. Alors il y a beaucoup plus petit, parce que là, il est beaucoup plus plat, le Hawkeye, qui est embarqué par exemple sur nos porte-avions. Sur le Charles de Gaulle, on a les Hawkeye, comme ça. Mais il y a plein de pays qui utilisent plutôt ça que. Nous, on a 4 AWACS. On en a 4 en France. On a acheté aux Américains, évidemment. Et qui sont basés à Avord, dans le centre de la France. Ils offrent une capacité essentielle, parce qu'ils volent très très haut. Alors, ils sont relativement peu vulnérables, parce qu'ils sont bien protégés. Mais il faut savoir que quand on a un site opérationnel, eux, c'est la première cible. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut essayer de rendre l'adversaire aveugle. Pour le rendre aveugle, la première chose qu'il faut faire, c'est descendre l'avion d'observation. Mais c'est grâce à lui qu'on sait où sont les avions des autres. C'est grâce à ça qu'on peut surveiller le champ de bataille et prévenir les attaques. Quand il est en vol, il a une vision qui peut atteindre, je ne sais plus si c'est 600 ou 800 km de profondeur. Donc même un supersonique mettra une bonne demi-heure avant d'arriver. Et même si le supersonique est supersonique, c'est-à-dire qu'il vole à Mach 2,2, 2,3, c'est-à-dire au maximum de sa vitesse, on a 20 à 25 minutes avant de le voir arriver. Voilà. Donc, c'est essentiel. Alors, après, il y a tout ce qui est les missiles. Missiles sol-air. Évidemment, on développe l'avionique. On a développé les radars à bord des avions.
pour voir l'adversaire et gérer le tir. L'interception, suivi de terrain. On a développé des systèmes de navigation inertielle. On a développé les contre-mesures électroniques. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, avec mon radar, je vois les autres, mais pour ne pas être vu par le radar des autres, je les aveugle. C'est le même principe que si vous avez une voiture dans la nuit, bon, elle a ses phares, elle vous voit, ok. Vous avez plutôt des feux de croisement, il vous voit. Mais si vous voulez que lui ne voit plus rien, vous mettez, vous éclairez à bord, lui il est totalement aveuglé, il ne sait plus où vous êtes. Donc on va aveugler les systèmes radar, on va aveugler les systèmes de lancement, des. Ensuite, on a essayé de devenir invisible avec les leurres, le brouillage électronique et les avions furtifs. Voilà, vous avez vu celui-ci là, le Nighthawk, il est là, on l'a revu, le voilà, le F-117 Nighthawk. Pourquoi est-ce qu'il a cette configuration un peu bisque en coin? C'est parce que quand vous avez des surfaces rondes comme ça, arrondies, les surfaces arrondies fait que, quel que soit l'endroit où est le radar, si c'est arrondi, il y a forcément un morceau du fuselage qui renvoie le signal. Alors que si c'est anguleux comme ça, ben, si j'ai un signal radar qui arrive là, eh ben, il ne repart pas là où il vient, il va là. Donc plus c'est anguleux, plus c'est une mosaïque de surface plane, plus le rayonnement du radar qui essaie de vous détecter repart ailleurs qu'en direction de celui qui l'a émis. C'est la raison pour laquelle ils ont ces formes bizarres. En plus, on les recouvre avec de la peinture absorbant le rayonnement électromagnétique. On a développé la navigation GPS et maintenant, on a des chasseurs optroniques. On a même des ordinateurs qui communiquent avec le sol et qui échangent des données. L'ordinateur de bord de l'avion reçoit des informations directement depuis le sol et notamment des informations depuis le sol en provenance de l'AWACS. Autrement dit, l'AWACS, il voit un chasseur qui est à 500 km de là, et lui, qui ne peut pas le voir parce qu'il est derrière la courbure de la Terre, a déjà l'information sur sa position, sa vitesse, sa trajectoire, etc. Voilà. Donc, on a développé beaucoup de choses. Alors, évidemment, voilà le B2 qui remplace le B1, Spirit. Les avions, ça, c'est les avions dits de 5e génération, F-22 Raptor, B2, bombardier stratégique nucléaire, là aussi, arme de pénétration, le plus invisible possible. Voilà. On a des polyvalents comme le Rafale ou l'Eurofighter européen. Polyvalents parce que susceptibles d'être utilisés dans des missions de chasse et d'interception, avec des missiles de ce type-là, là, le Magic, celui-là, le Magic 500, 50, ou avec des outils d'appui au sol, cette fois-ci avec des pods de localisation, des bombes guidées, etc. On arrive aujourd'hui sur des choses qu'on appelle de la 5e génération, le F-35. Alors, le F-35 qui ressemble à un horrible crapaud. Et ça, c'est parce qu'ils ont voulu un monoréacteur, mais avec des systèmes de suspension lui permettant d'avoir un décollage court et un atterrissage court. Parce qu'ils ont voulu faire un seul avion qui serve aussi bien à l'US Air Force qu'aux Marines qu'à la Navy. On dit qu'il doit être capable de décoller sur un aéroport, une base aérienne, mais également se décoller et se poser sur un porte-avions. Bon, un peu compliqué. Les Chinois semblent être assez avancés sur des avions de 5e génération. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils font exactement. Tant qu'on ne mettra pas le grappin sur un de leurs avions, ça va être difficile. Mais en tout cas, ils ont des choses qui sont assez impressionnantes. Il ne faut pas les prendre pour des demeurés. Et vous avez évidemment les Russes avec le Sukhoi T-50 qui essaient d'être à la hauteur. Alors, aujourd'hui, le Rafale, si on revient au Rafale, non, c'est pas là que je vais aller. Si on revient au Rafale, le Rafale est un multirôle qui commence à être relativement ancien parce que le prototype le projet date de 1984. Le prototype a volé pour la première fois, si je me souviens bien, je n'ai plus la date en tête, je pense que c'est 91 ou 92. Sa mise en production date de la fin des années 90, début des années 2000, donc ça fait 25 ans quand même qu'il est déjà en production. Ceci dit, il a énormément évolué depuis son premier exemplaire. On ne cesse de l'améliorer. Et il a surtout quelque chose de très important, c'est qu'il a une conception interne modulaire chez Dassault, qui est une idée absolument géniale, ce qui permet d'en faire, il est parti comme un avion de 4e génération. Aujourd'hui, on dit qu'il est 4G+, et on a la dernière version qui s'appelle le bloc F5 du Rafale, est quasiment un avion de 5e génération. C'est-à-dire qu'il est au même niveau de capacité que le F-22. Alors, dans le F-35, il y a plein de choses
C'est un peu dans le style, voilà, c'est un peu la guerre des GAFAM, hein, c'est pareil. Celui-là est devenu une véritable, c'est même pas un ordinateur, c'est devenu véritablement un data center volant. C'est-à-dire que de toute façon, le pilote ne peut plus rien faire sans l'ordinateur de bord. Les ordinateurs, il y en a plusieurs. Il communique avec le sol, il reçoit des données dans tous les sens, il envoie des données dans tous les sens. Et le problème qu'ont les acheteurs européens qui ont acheté du F-35, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'écrit énormément, notamment les Hollandais, les Belges, les Danois et les Portugais qui ont acheté des F-35, c'est que les Américains, ils peuvent débrancher à distance les ordinateurs de bord s'ils ont décidé que l'utilisateur ne leur plaisait plus. Et Trump vient de le rappeler. On dit, ouais, on va leur livrer des trottinettes déclassées au cas où ils ne seraient plus aussi alliés qu'on ne le pense. C'est en train d'en faire réfléchir certains. Parce que nous, on ne leur fait pas le même coup avec le Rafale. On leur livre des Rafales, ils sont complets. Voilà. Eux, ils peuvent à distance décider que, ben non, je te fournis plus les données qui te permettent de voler. Et là, le mec, il se retrouve avec un fer à repasser entre les mains. Ça risque d'être assez rigolo. Ben, pas pour le pilote. Ensuite, il a toujours la possibilité de s'éjecter. Sauf s'ils arrivent à débrancher le siège éjecteur à distance. Ils en sont capables, à mon avis. Voilà. Alors après, on a eu des guerres. Ben oui, il s'est passé un certain nombre de choses depuis. Des guerres classiques. Guerre des Malouines en 1981. Les Argentins ont décidé de mettre la main sur un petit tas d'îles là, qui sont au large de l'Argentine, mais qui appartenaient aux Anglais, qui ne se sont pas laissés faire. Ça a été une belle démonstration de matériel militaire. Et les Anglais ont particulièrement apprécié de perdre environ 1000 marins, qui sont morts, coulés dans leurs croiseurs, dégommés par des missiles Exocet français qu'on avait vendus aux Argentins. Les Argentins ont utilisé des Mirage 3 pour tirer des Exocet sur des bateaux anglais et les bateaux ont coulé. Voilà. Donc il y a quelques milliers de morts anglais dus à du matériel français utilisé par les Argentins. Mais ça a été aussi de voir ce qui s'est passé. Deux guerres du Golfe, 91 et 2001, où là, ça a été véritablement un exposé de tous les matériels. Ça a permis aussi de comprendre que les méthodes de guerre évoluaient énormément et que le matériel au sol évoluait énormément. Et donc, ça a permis de mettre en lumière également des problèmes de vulnérabilité, des problèmes de blindage des matériels, des problèmes notamment aveuglement électronique. On dit un avion dans lequel il y a beaucoup d'électronique, et les mecs en bas qui vous mettent un gros émetteur qui vous aveugle et qui neutralise la moitié des équipements de l'avion posent des problèmes. Mais ça a été, si on remonte avant la guerre des Malouines de 81, il y a le Tchad, 1974, 75, 76, une guérilla, la Libye qui attaque le Tchad pour essayer de mettre la main dessus, et les Français qui défendent le Tchad contre les Libyens. Eh ben, on a perdu un Jaguar avec juste une balle de Kalachnikov. Parce qu'un avion qui vole près du sol et lentement, eh ben, il suffit qu'un mec là, il tire dans le tas. Eh ben, les balles de Kalash, qui sont des 7,62 en acier, ben, ça peut faire des dégâts monstrueux sur la turbine, sur les systèmes hydrauliques. Il suffit qu'elle tape au mauvais endroit, la balle, et voilà. On s'est retrouvé comme ça avec des avions qu'on a perdus. Enfin, un qu'on a perdu, un autre qui est rentré, qui manquait la moitié de l'avion à la fin, mais il est rentré. Il est exposé d'ailleurs, c'est pas au Bourget qu'il est exposé, je ne sais plus où, à Toulouse, à Aéroscopia. C'est assez impressionnant. Il a perdu la moitié d'un réacteur. Heureusement, c'était un bi-réacteur. Il y a encore l'autre qui tournait. Il est rentré, limite. Voilà. Donc, on a vu aussi, là, on a compris, on a tiré plein de leçons sur la vulnérabilité des machines, sur des problématiques de guerre électronique, de défense, de communication. Les conflits asymétriques. Alors ça, c'est notamment le Vietnam. Mais l'Afghanistan, dans les années 80, il faudrait rajouter le conflit en Syrie, où on a vu les Russes et les Iraniens apporter leur appui à Bachar el-Assad, avec en face les Français, les Américains et les Anglais lutter contre Daesh. Un beau bordel, voilà. Mais là, il y a aussi eu des choses, choses qui ont beaucoup fait évoluer. Les interventions donc, contre ISIS, alias Daesh, au Moyen-Orient, là aussi, on a retrouvé des problèmes de bombardement tactique. Quand il s'agit d'aller zigouiller une colonne de 4x4 avec dedans des membres de Daesh, ben, ça implique de faire du bombardement très précis, chirurgical et de l'appui tactique très important.
La grande évolution du moment, c'est les drones. On en parle beaucoup pour l'Ukraine. Vous avez vu la quantité de drones que s'envoie sur la gueule les uns les autres. Évidemment, on n'a pas intérêt à perdre des pilotes. Et finalement, c'est beaucoup mieux que le pilote il soit ici et que l'avion il soit sans le pilote. Mais en fait, ces drones, ils ne sont pas autonomes. Hein. Ils sont pilotés. Ils sont télépilotés. Drones, il y a des drones autonomes, semi-autonomes. Donc, on programme une mission, ils y vont. Mais comme ils n'ont pas de capacité à détecter ce qui se passe autour d'eux et à réagir, ils sont assez passifs. Et donc, ils sont faciles à dégommer. Un peu comme les V1 dont je parlais l'autre jour. Hein. On le lance et puis fire and forget, ça s'appelle. Fire and forget. Tu tires et tu oublies. Et ils se démerdent. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'il est passif. Donc, il est zigouillable. Alors que si le drone est piloté, comme les Reaper ici, hein, celui-ci, drone de combat tactique, hein, voilà. Alors, il y a tout de la surveillance, du renseignement, du combat, avec de l'attaque au sol, du bombardement. Et là, on ne va pas utiliser des très gros trucs. Ça, c'est à la taille d'un Boeing 737, hein, que vous voyez là. Un Reaper. Un petit, ouais, c'est un tout petit peu plus petit qu'un 737, mais pas loin. Hein. Ça a presque la même envergure. C'est beaucoup moins rapide, mais ça a cette envergure-là, parce que ça lui permet d'évoluer relativement lentement et surtout très silencieusement. Parce que plus vous allez vite, plus il vous faut de la puissance, plus il faut de la puissance, plus vous faites du bruit. Plus vous faites du bruit, plus vous êtes détectable. Okay, voilà. Donc, ces drones-là ne sont pas à usage unique. Par contre, on en fait des plus petits, on les envoie et puis boum, ils ne reviennent pas. Mais le drone, c'est vraiment la très, très, très gros avenir. Et évidemment, l'Europe travaille. Alors, le drone, c'est un projet européen dont le leader est Dassault. Pour l'instant, ça ne va pas forcément déboucher sur grand-chose, mais le conflit en Ukraine donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées et amène à repenser beaucoup de choses. Donc voilà des drones de plus en plus importants, cette fois-ci en reconnaissance. Alors, on appelle ça des MALE, M-A-L-E, medium altitude. Donc, ils ne volent pas à 20 km d'altitude. Bon, ils ne sont pas au ras du sol, mais medium altitude, c'est-à-dire qu'ils évoluent entre 4000 et 12 000 mètres, donc sous la stratosphère, medium altitude. Long endurance, M-A-L-I, M-A-L-E. Medium altitude, long endurance, ils sont capables, des fois, ils ont des autonomies. Alors, on fantasme en plus en ce moment beaucoup sur le drone solaire, qui serait en autonomie, capable de rester plusieurs jours en l'air. Alors, c'est déjà fait. Hein. Le seul problème, c'est que l'énergie que fournit le panneau solaire, ben, elle n'est pas énorme. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire un très gros drone, pas très lourd pour l'instant. Donc, ils servent à faire de l'observation, de la surveillance. Mais on sait faire des drones qui restent une semaine, 2 semaines, 3 semaines en l'air. Autrement dit, quand il y a du soleil, ils accumulent suffisamment d'énergie pour recharger des batteries, pour rester en l'air longtemps. Mais c'est un poids d'un planeur et ça a une charge utile de quelques dizaines de kilos à tout casser. Ça ne pourrait même pas emporter une personne. Donc, on a là, comme ça, là, ça, c'est avec un turboréacteur. Hein, là, il y a clairement un réacteur. Il y en a d'autres, voilà, comme ceci, le Dark Star. Tout ça, c'est de l'observation essentiellement. Après, il y a du drone de combat furtif. Voilà. X-45, X-47. Alors, ils sont très expérimentaux pour l'instant. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a l'autre aspect, auquel je vais passer beaucoup plus vite, c'est le transport aérien de masse. En 1945, le transport aérien, c'est les Happy Few, quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes dans le monde. Aujourd'hui, je ne sais plus combien, 4,5 milliards de passagers chaque année. On dit presque chaque personne habitant sur Terre vole une fois par an. Alors en réalité, il y a beaucoup, il y a les 2 tiers de la population ou les 3 quarts de la population mondiale qui ne prend jamais l'avion. Mais il y a 1 quart de la population mondiale qui peut, dans certains cas, prendre l'avion 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine pour certaines personnes. Voilà. Ils vont d'1 fois par an pour aller en vacances à parfois 3 fois par semaine quand c'est des gens qui l'utilisent pour des raisons professionnelles. Donc le transport aérien de masse s'est développé, les personnes et le cargo. Donc également les marchandises. Voilà. Douglas DC-3 emporte 4 tonnes de fret ou 25 personnes. 30 personnes. Là, on arrive au Boeing 747. 747, aujourd'hui, 40 tonnes de fret. Voilà, dans les années 60, le 707, aujourd'hui, voilà, 108 tonnes, même 140 tonnes de fret, ou en version passager, 450 personnes. L'A380, on n'en a pas fait de version fret, mais là, Airbus travaille sur l'A350 en version fret. Les passagers,
transport massif de troupes, ben, ça va donner des idées sur les opérations aéroportées. Et on a créé l'Organisation de l'aviation civile. On a vu ça dans le chapitre Navigation, réglementation, sécurité. Naissance à Chicago, Convention de Chicago 1944, naissance de l'OACI, mise en place de règles mondiales de la circulation aérienne permettant la libre circulation des avions dans l'ensemble des espaces aériens mondiaux. Et ça va être une des fondations du développement du trafic aérien international. Le C-47 militaire devient le DC-3. C'est un avion de transport de l'armée américaine qui va servir énormément pendant le débarquement. Il va servir notamment au parachutage massif de troupes à l'arrière des lignes allemandes pour permettre la réussite du débarquement de juin 1944. C'est quelque chose qui a été expérimenté alors qu'ils n'y croyaient pas trop lors du débarquement en Sicile. Il y a eu 3 débarquements. Gardez bien ça en tête dans l'histoire. Il y a eu 3 débarquements américains à 3 endroits différents en un peu plus d'1 an et demi. Le premier débarquement, il est 1943 en Afrique du Nord, au Maroc. Les Américains débarquent en Afrique du Nord et effectivement récupèrent le Maroc et surtout l'Algérie, mettent la main sur l'Algérie. C'est ce qui a d'ailleurs motivé la fin de la zone libre en France. Les Allemands décident d'envahir la zone libre. Donc, il n'y a plus de ligne de débarcation. Il y avait une partie France occupée et une partie qui était sous le gouvernement de Vichy, au sud. Cette fameuse zone libre. Donc, novembre 1942, novembre 1943, les Allemands envahissent la zone libre. Mais ça, c'était suite au débarquement. Le débarquement en Afrique du Nord, il a été entièrement naval. Entièrement naval. Okay. Petite préparation d'artillerie navale. On a envoyé surtout des gros cuirassés bombarder quelques postes stratégiques pour libérer les entrées des ports. Et on a fait un débarquement, mais vraiment 100% naval. Deuxième débarquement, Sicile. Le débarquement en Sicile en 1943 aussi était la répétition générale du futur débarquement sur le continent européen. C'était un point faible majeur. La marine anglaise et une partie de la marine américaine, mais la marine américaine était très peu présente en Europe, elle était très très occupée par le Pacifique, avait repris grosso modo la maîtrise complète de la Méditerranée. Il y avait quand même encore une plaie majeure, c'était les sous-marins allemands. Mais la marine italienne avait été envoyée par le fond. Les Allemands ne s'aventuraient plus en Méditerranée, entièrement tenus par les Anglais, qui avaient repris la Libye, l'Égypte, tenaient Chypre et tout le sud de la Méditerranée. Le Rommel venait de se faire tailler en pièces mince, c'était la bataille de Tobrouk. Tobrouk et Dar es Salaam. Donc, fini, terminé. Les Allemands étaient en déroute en Afrique du Nord. Débarquement au Maroc, la reprise complète de l'Afrique du Nord fait que, voilà, point faible, ils attaquent par le sud, débarquement en Sicile. Débarquement en Sicile est le premier combiné, où l'on procède à des parachutages importants derrière les lignes, à l'intérieur des terres, pour préparer un débarquement maritime. Et finalement, cette recette a bien marché. Elle va être utilisée pour le 3e et le 4e débarquement. Le 3e, 6 juin 1944, Normandie, où là, l'appui tactique aérien va être massif. Massif. Et on comprend tout l'intérêt de la chose, d'avoir effectivement de paralyser les défenses allemandes par l'arrière avec des parachutages qui bloquent tous les mouvements de troupes à l'arrière, pour empêcher des mouvements de troupes vers les côtes et pour permettre la réussite du débarquement. Mais ça s'est joué à un poil quand même, parce que les défenses sur les côtes françaises n'avaient rien à voir avec les défenses italiennes sur la Sicile. C'était très très faible. C'était pas terrible. Voilà. Donc, et sur le sud de l'Italie ensuite, la Calabre. Donc voilà, l'appui aérien va être massif. Et le 4e débarquement, vous le connaissez? Le débarquement en Provence. Eh oui, jouant les pas. On va débarquer sur 5 points. 4 points dans le sud de la France, vont arriver donc la 2e DB, Leclerc, les troupes d'Afrique du Nord, mais également des troupes anglaises et quelques troupes américaines, mais c'est quand même majoritairement des troupes françaises. C'est l'essentiel des troupes françaises d'Afrique, les troupes de la France libre, qui ont été reconstituées, qui ont été entièrement armées après la guerre du désert, donc les guerres d'Afrique du Nord, qui étaient, on va dire, 3 quarts anglaises, 1 quart françaises. C'était quand même beaucoup les Anglais.
les Français ont fortement contribué à cette bataille, à Bir Hakeim. Et mais c'était quand même majoritairement les Anglais avec avec Mountbatten, avec comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom du chef d'état-major, voilà, qui ont été face aux Allemands, aux troupes de Rommel dans le désert. Mais ensuite, les Français ont débarqué avec les Américains en Sicile. Ce sont même d'ailleurs illustrés dans toute la guerre en Italie, notamment à Monte Cassino. Hein. C'est les Français qui ont repris Monte Cassino et qui ont fait sauter le verrou qui a permis aux Américains de remonter vers Rome. Là, l'appui aérien va être massif et donc le 4e débarquement, ça va être aussi un débarquement avec un appui aérien important en Provence, où là, ce sont les Français qui vont remonter la vallée du Rhône et libérer tout le sud de la France. Voilà. Et ben, du DC-3 qui va être réutilisé après la guerre pour faire du transport aérien. Voilà. Ben, dans certains pays jusqu'à les années 70, mais toujours actuellement en Amérique du Sud. Hein. Il y a plein de compagnies en Colombie, Pérou, etc., qui utilisent encore des DC-3 pour desservir les bleds dans la jungle. Des DC-3, il y en a plein qui volent en Alaska et dans le nord du Canada parce que ça vole été comme hiver et surtout, c'est capable de voler avec des skis et donc de se poser sur la neige, y compris sur des terrains pas préparés, etc. etc. Le DC-3 continue encore à vivre. Hein. Il y en a qui volent, il y en a toujours qui volent. Il a presque 100 ans hein, bientôt. Il va avoir dans 10 ans, il a 90 ans. Il va avoir dans 10 ans, il aura 100 ans cet avion. Un avion absolument génial. Et bien, il va servir, il va développer, puis vont arriver DC-4, DC-6, donc Douglas Convair, avec des autonomies qui augmentent. On finit par avoir des avions qui ont 3500, 4000 km d'autonomie, donc qui peuvent traverser l'Atlantique simplement en faisant une escale. En général aux Açores, au milieu, qui sont des îles portugaises qui sont en plein centre de l'Atlantique. Quand elles passent par le nord, ils partent de Gander, Terre-Neuve, et faisaient généralement une escale en Islande. Puis ils faisaient la deuxième partie de la route ensuite. Mais la route par le nord était beaucoup plus difficile. Généralement, c'est la route des Açores qui était utilisée. Voilà. Mais on n'arrive pas encore à faire la traversée d'une traite. On n'a pas l'autonomie suffisante avec des avions à hélice qui sont trop lents. On est sur des avions qui volent à 500, 450, 500, 550 km/h maximum. Ils sont assez gros, ils ont des gros moteurs, mais quand même, l'aérodynamique et la puissance n'est pas là encore. Et on va arriver, évidemment, avec la bête de la bête, le splendide Super Constellation, vous voyez, 470 km/h. Lui, il était superbe et il va avoir le premier à avoir des autonomies suffisantes pour traverser d'une traite. C'est le premier qui va pouvoir faire des traversées d'une traite avec 60 passagers et on a même des couchettes. Parce qu'évidemment, pour faire 6000 km à 470 km/h, c'est 15, 16, 17 heures de vol. Donc, on les aménage en couchette. Ce n'est pas les premiers hein, qui ont été en couchette. Le Breguet de Pont là, qu'on a vu à Fontenay-Trésigny, non, on ne l'a pas vu, le Breguet de Pont. À Fontenay, c'était des avions qui, dans les années 50, faisaient Paris-Saigon. Et là, c'était 42 heures de vol. C'était 3 jours pour y aller, avec les escales. Et donc, on dormait 2 nuits de suite dans l'avion. Ce qui était très drôle quand il y avait des trous d'air, d'ailleurs. Les gens, ils étaient sur les couchettes, ils étaient attachés sur les couchettes. Si tu n'étais pas attaché et que des fois, il y avait des perturbations, il y avait des gens qui se retrouvaient, boum, ils tombaient de la couchette. Ça faisait très mal. Voilà. Évidemment, ce qui va venir après, et là, c'est le turboréacteur. Là, ça va être une révolution. Alors, le premier, c'est celui-là. Là. On va voir arriver le De Havilland Comet. Superbe machine qui va commencer à permettre de franchir des vitesses beaucoup plus élevées, de 740 à 800 km/h, et ça va aller jusqu'à 5000 km d'autonomie. Alors, lui non plus, il n'arrive pas encore à traverser d'une traite. Il faut qu'il fasse une escale. Le problème du De Havilland Comet, c'est que les réacteurs sont intégrés dans l'aile. Le problème, c'est que ça a obligé à une conception très compliquée du longeron et que malheureusement, les vibrations vont aboutir à ce que y en a qui vont se casser en deux. Il va très très vite avoir 2 ou 3 voilà. En plus, défaut structurel ici au niveau des hublots qui fait qu'il va. Alors en fait, c'est pas au niveau des hublots, c'est ici, il y a une trappe au-dessus qui est un défaut de conception. Elle va s'ouvrir brutalement, elle va provoquer la décompression de plusieurs avions et cette décompression va aboutir évidemment à des crashs. Sans compter qu'ici, on a une faiblesse structurelle qui va aussi aboutir à un autre crash et donc le De Havilland Comet va s'arrêter très très vite. Par contre,
ben, il a donné naissance à toute une série d'avions comme celui-ci, le 707, le DC-8, son frère jumeau. On a le DC-8, quadri-réacteur, et le Boeing 707, voilà, qui va lui être le grand gagnant. Le DC-8 va prendre une petite partie du marché, le 707 va prendre le gros du marché, et là, on est sur des autonomies qui vont jusqu'à 10 000 km. Alors, il a une centaine, les premières versions, un peu plus d'une centaine de passagers, mais surtout, il vole à 800 km/h, 850 km/h, et il va, lui, faire des traversées d'une traite en 6 à 7 heures selon le sens dans lequel on fait. Il met 6 heures pour faire New York-Paris, il met 7 heures pour faire Paris-New York. Je rappelle que Hilbert, en 1927, il a volé 30 heures pour traverser. Voilà. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, bah, le 707, il y a ces versions, là, le KC-135 ou la WAX, ce sont des 707, c'est-à-dire c'est toujours la même structure. Hein. Bon, elle a été quand même un peu améliorée. Par contre, on a complètement changé les moteurs, parce que les moteurs d'origine des années 60, c'était des horreurs par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Là, c'était du simple flux. Maintenant, on a des moteurs à double flux, voilà, avec des propres fans devant, etc. On continue. On a évidemment d'autres gros porteurs qui arrivent, le Douglas DC-10, le TriStar, le MD-11, alias le Lockheed Strytar, donc des tri-réacteurs. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, la réglementation pour la traversée de l'Atlantique, vu la fiabilité des moteurs, faisait que la réglementation exigeait d'avoir au moins 3 moteurs. C'est pour ça qu'on avait développé des quadris, que ça permettait d'être symétrique. Mais les trimoteurs, je mets où le troisième? Ben, le seul moyen, c'est de le mettre au milieu, hein, parce que sinon, on a un problème de symétrie. Donc, on a développé des trimoteurs et des quadrimoteurs. Le bimoteur, là, ça, c'est un trimoteur, ça, c'est un DC-10. Ça, c'est un 2. Le 2, là, c'est un MD-11. Ça, c'est celui-là, là, c'est un Lockheed TriStar, je crois. Celui-là, c'est le DC-10, le MD-11. Et ça, c'est la Caravelle. Alors, la Caravelle, c'est un bimoteur avec les moteurs à l'arrière. Grande innovation française qui a été imitée depuis par beaucoup. Mais ça, c'est une invention française, les 2 moteurs à l'arrière. On va développer le transport passager. Aujourd'hui, les moteurs sont devenus très fiables, extrêmement fiables, beaucoup plus fiables que ce qu'ils étaient dans les années 60. Et maintenant, l'obligation d'avoir 3 moteurs minimum ou 4 pour traverser les grandes surfaces maritimes a été supprimée. Il faut que l'avion ait démontré sa fiabilité sur 2 moteurs, ce qu'on appelle ETOPS, ETOPS, c'est Single Engine Operations. Et donc, il y a des ETOPS 400, ça veut dire qu'il doit, si un des moteurs tombe en panne, il peut continuer à voler sur le deuxième moteur pendant 400 nautiques, c'est-à-dire 800 km. Pourquoi? Parce que sur la traversée de l'Atlantique, vous êtes toujours au maximum à 800 km d'une sortie de secours. Autrement dit, où que vous soyez, vous êtes soit à 800 km de l'Écosse, soit à 800 km de l'Islande, soit à 800 km du Groenland, soit à 800 km de Terre-Neuve. À tout moment, même à l'endroit le plus éloigné, même si vous êtes entre un truc de 1600 km, vous avez 800 en arrière et 800 devant. Donc, à tout moment, vous pouvez, à condition d'avoir 400 nautiques d'autonomie, vous avez une sortie de secours. Mais ça, c'est maintenant, donc ça permet de traverser l'Atlantique avec des bimoteurs. Et on a même l'A321 Neo, là, le dernier, il est bimoteur, il a une autonomie qui atteint 10 000 km et on va pouvoir l'utiliser pour traverser parce que le CFM56, le moteur, est suffisamment fiable. On continue le développement de l'aéronautique avec le très gros, le Jumbo Jet, le 747 Jumbo Jet. Voilà, 1970, c'est donc l'évolution du 747 qui lui-même a été mis en service dès 1967. Le premier. En 70, on développe le Jumbo, donc la plus grosse version, la plus longue, et on arrive à transporter 600 passagers, selon les versions, jusqu'à 15 000 km. Dernière version, il a été arrêté. Là, il s'est arrêté. Remplacé par le 777, le 777, qui aujourd'hui est le gros porteur de chez Boeing. Et quand vous regardez là, combien ils en ont fabriqué, 1515. Total pendant toute sa vie. Le Piper PR28, là à côté, il y en a 23 000 dans le monde. Donc les petits avions, finalement, on en a fabriqué beaucoup plus que les gros. Mais bon, c'est pas le même marché. Non. Après, il y a eu le délire total, l'invention la plus géniale, le Concorde.
Le Concorde, le seul avion de transport passager supersonique. Alors, ça revient. Là, il y a des idées, il y a des projets. Avec Boom, voilà, qui veut lancer un nouveau supersonique, un nouvel avion supersonique. Pas évident que ça soit un très très gros marché parce que payer 10 fois ou 12 fois le prix du billet pour juste gagner 50% du temps. Mais il y aura certainement une clientèle. Hein. De même qu'il y a des gens qui s'achètent des bagnoles à 300 000 euros avec un moteur de 1000 chevaux. Bon, ils sont 50 dans le monde. Donc après, il faut voir, c'est un marché. Le problème, c'est les séries. En tout cas, Concorde, génial. Mach 2, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Il y a quand même une centaine de passagers dedans. C'est tout petit, Concorde. Bah oui, quand on vole à Mach 2, on ne peut pas faire un camion qui va à Mach 2. Il faut faire une voiture de course. Hein. Et c'est petit, c'est effilé. Voilà. Donc, on a eu le Concorde qui a été en service pendant un peu plus d'une vingtaine d'années, jusqu'à son retrait définitif, qui était mis en service en 1976, retrait définitif en 2003. Voilà. 27 ans de bons et loyaux services. Après, bon, bah, la catastrophe du Bourget, dans cet avion qui a décollé de Roissy, s'est écrasé sur un hôtel. Seul accident d'ailleurs que Concorde a eu de toute sa vie, c'est celui-là. Et en plus, causé même par une cause externe, en fait, l'éclatement d'un pneu à cause d'un bout de ferraille qui traînait sur la piste. Airbus va arriver, un acteur majeur. Airbus va arriver à la fin des années 70 avec une machine qui est le A300. L'A300 que vous voyez là. L'A300 était quelque chose auquel, dans le monde entier, on ne croyait pas. Et finalement, c'est un avion qui va faire ses preuves. 1974. C'est un succès. Il y a eu plusieurs autres expérimentations d'avions commerciaux européens, mais qui n'ont pas été des grands succès. Et finalement, en mettant tout le monde ensemble, on conçoit à 4 pays, parce que Airbus au départ c'était 4 pays, c'était la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Donc c'était CASA en Espagne, BAE en Angleterre. Alors l'association MBD, c'est Messerschmitt Bölkow Blohm Dornier en Allemagne, et l'aérospatiale. Ça peut encore aérospatial, mais ça va fusionner tout ça, ça va devenir Airbus Industrie. Voilà, va sortir l'A310, l'A300, puis très vite va sortir son petit frère l'A310, qui ne va pas avoir une très 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 grande carrière, l'A310, parce que très vite rejoint par l'A320, qui est une révolution. Et ça a été possible, l'A310, l'A320, grâce à Concorde. Parce que beaucoup de choses qui ont été dessinées, inventées, mises au point pour le Concorde ont permis d'acquérir une expérience fantastique permettant justement d'avoir un retour d'expérience, de faire plein d'innovations, de faire énormément d'améliorations sur les systèmes de commande, les fly-by-wire, notamment les commandes électriques de vol qui vont être mises au point sur la 320. Tout ça a été en grande partie permis par la récupération des bureaux d'études du Concorde. Donc le Concorde a été malheureusement un échec commercial, mais en même temps une plateforme technologique fantastique ayant permis de garder un savoir-faire et surtout de faire plein d'innovations. Et donc, A320 va petit à petit s'installer dans le marché, va petit à petit prendre les parts de marché du 737, qui était le principal avion de transport dans le monde dans la catégorie 200 à 250 passagers. Depuis 1988, eh bien, il intègre petit à petit toutes les innovations qu'on peut avoir au niveau performance et de moteur. Alors, on a développé après des bimoteurs et quadrimoteurs long courrier, toujours pour répondre au cahier des charges de la traversée à des grandes distances maritimes. Mais en fait, cet avion est un échec, la 340, clairement, un échec. L'idée, c'était la même cellule, donc je fais un seul avion, mais je propose 2 motorisations. Alors en fait, je peux rajouter des petites tranches dans le saucisson, là, je rajoute des morceaux de cellules pour faire des plus longs ou des plus courts, mais celui-ci qui était destiné à desservir soit des aéroports très hauts, exemple Ivatu, qui est l'aéroport de Tananarive, il est à 1400 mètres d'altitude. À 1400 mètres d'altitude, la performance des moteurs baisse de pratiquement 20%.
Donc, si on veut décoller pleine charge, avec ça, c'est très compliqué. Parce que enlever 20% de performance sur les deux moteurs, ça devient compliqué. Voilà. Et donc, voilà, il desservait ça avec des A340. Mais aujourd'hui, on a motorisé différemment cela. On a mis des moteurs plus puissants. On a modifié la forme des ailes. Et surtout, on a un truc bien meilleur que l'A330, l'A350. Plus léger, plus grosse capacité, moteur plus puissant. Et maintenant, celui-là commence à être un avion du passé. Alors, on en a fait quand même la version multirôle. C'est quand même un avion dont la structure est très intéressante. On a fait évoluer les motorisations. Et donc, on n'a plus besoin de celui-ci, avec 4 moteurs qui consomment énormément. Voilà, pas très intéressant. Là, ça, c'est à la fois une réussite technologique et un échec stratégique. À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait deux possibilités. En fait, le Boeing 747 allait s'arrêter. Voilà. On s'est dit, OK, sur certaines routes, il y a de plus en plus de monde. Il faut donc avoir des avions qui emmènent plus de passagers, avec moins d'équipage, c'est-à-dire toujours de pilotes, parce que c'est ça qui coûte cher, l'équipage. Et surtout, je vais faire un avion plus puissant. C'est-à-dire qu'avec un seul avion, si je transporte plus de monde, ça revient moins cher par tête de pile, moins cher par personne. Donc on s'est dit, Boeing arrête le 747, il va forcément y avoir un successeur. Et Boeing avait dans les cartons un successeur au 747, encore plus gros. Airbus a son projet A380. Et là, Boeing réfléchit et dit, j'arrête les gros porteurs. Parce que les gens n'ont pas envie de prendre un très gros pour aller d'un point à un autre, pour avoir une correspondance, pour prendre un plus petit ensuite. Et à prendre un petit, par exemple, pour aller de Marseille à Paris, pour prendre un gros pour aller de Paris à New York, puis reprendre un petit pour aller de New York à Atlanta, ils préfèrent avoir un avion qui les emmène directement de Marseille à Atlanta. Et c'est ce que Boeing va arrêter les gros et s'est dit, ouais, les gens, ils veulent des avions plus économiques, plus rapides, mais surtout à longue distance qui les emmènent directement à destination. Et c'est aussi les attentes des compagnies aériennes qui veulent multiplier les lignes, mais avec des avions moins chers à exploiter. Donc, il y a eu une idée à une époque, dans les années 80-90, le hub, un endroit où j'amène tout le monde et je les redispatche après. Et ça, c'est un échec. Et ça misait sur la stratégie des hubs. Et finalement, les compagnies n'en veulent pas. Il y a quelques lignes sur lesquelles c'est rentable, mais le reste, résultat, on en a fabriqué 60 ou 70, alors que la rentabilité était à 300 ou 400 exemplaires. Voilà, terminé, à 380. Il en restera quelques exemplaires qui voleront sur des lignes très fréquentées, mais le succès, c'est le Dreamliner de Boeing. L'autre stratégie, c'est le Dreamliner, le 787 Dreamliner. Et donc, à la fin des années 90, Boeing dit non, je ne ferai pas de gros porteurs, je vais répondre aux attentes des compagnies et des passagers. C'est un avion plus petit, beaucoup plus économique, bimoteur, pas quadrimoteur comme le 380, bimoteur, avec extra wide body, c'est-à-dire que je peux emporter pas mal de monde, mais directement à destination sur une route directe. Ils vont faire ça. Ça va être très vite un assez grand succès. Et Airbus fait l'A380, erreur stratégique, magique, erreur totale. Et Airbus comprend son erreur alors que l'A380 est déjà en train d'être fabriqué et de se vendre. Et Airbus dit, finalement, Boeing avait raison. Je vais faire le A350. Mais l'erreur d'Airbus est devenue une victoire. Parce que, comme ils ont compris leur erreur 15 ans plus tard, ils ont fabriqué celui-là 15 ans après celui-là. Et comme ils s'y sont pris 15 ans plus tard, ils en ont fait un 3 fois mieux. Parce que ça, c'est quasiment que de la ferraille, alors que là, c'est du composite, du carbone, etc. C'est un avion qui a des performances. Il emporte autant de monde. Il est même vitesse. Mais il prend un peu plus de monde. Il prend même 10% de gens en plus, à peine. Grosso modo, capacité, c'est la même. Mais il pèse 20% de moins. Il consomme 30% de moins. Et il est beaucoup plus économique avec son. Et donc, comme ils s'y sont pris 15 ans plus tard, ils ont fait mieux. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Dreamliner, la version X, elle n'est toujours pas sortie.
ils ont du mal à le faire évoluer. Enfin, c'est normal, on fait ça tout en ferraille, avec une certaine technologie à un certain moment, c'est difficile de repartir à zéro, de le faire évoluer, alors que lui, il est en train là de devenir un succès mondial. Donc finalement, Airbus a bénéficié de son échec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, bon ben voilà, qu'est-ce qui vient? Alors il y a quand même d'autres gens, hein. Embraer, voilà. Alors Bombardier, les CS100 et les CS300. Alors quand ce truc a été fait il y a 2 ans ou 3 ans, ce diaporama, il faut que je l'enlève ça, parce que c'est fini, hein, c'est terminé. Ils sont plus du tout en développement. Bombardier a complètement arrêté les avions de ligne. Ils font plus que du jet d'affaires. Ils ont vendu leur division à Airbus. Et ça, aujourd'hui, ça s'appelle un Airbus A220. Donc Airbus a repris ça, a repensé le design des commandes de vol, a refait les motorisations et ils les vendent sous le nom A220 aujourd'hui. Mais c'est un avion de conception Bombardier repris par Airbus. Alors, il y a beaucoup de choses là qui travaillent en Asie. Les Chinois imitent Airbus avec le Comac. Voilà. C'est une copie de l'A320. Pour l'instant, c'est une mauvaise copie, mais ils apprennent vite. Et ils sont très, très, très dangereux. Bon, ceci étant, leur marché intérieur est tellement gros que de toute façon, avant qu'ils arrivent à en exporter, on est tranquille. Mais un jour ou l'autre, ils vont nous emmerder. Et ils ont quand même un cran de retard. Les Sukhoi SJ-100, il est quasi mort, et pour cause, parce que d'abord, il avait des moteurs occidentaux qui ne l'auront plus. Donc, ils viennent de ressortir une nouvelle version avec des moteurs russes, qui sont des merdes totales. Qui plus est, ils sont sous sanctions occidentales, donc ils n'ont même plus les matériaux, etc., pour le construire. Donc, bon. Il est mal barré, le Superjet Sukhoi. Voilà. Développement, c'est les moteurs. On améliore la consommation, la performance des moteurs sans arrêt. Les carburants verts, donc qui sont plus à base de pétrole, mais qui sont à base d'algues, à base de toutes sortes de choses, voilà, d'huile végétale, etc., pour essayer d'avoir du carburant qui n'est pas d'origine pétrolière. Surtout les matériaux, très importants. L'ennemi en aéronautique, c'est le poids. Si je gagne 10% sur le poids, je gagne 10% sur la consommation. Donc, on travaille énormément l'aérodynamique, on travaille énormément les matériaux, et on a maintenant des possibilités de simulation numérique extrêmement intéressantes qui permettent toujours de gagner. Voilà. Après, il y a des tentatives à long terme, les voilures dites super critiques. Il y a des expériences qui sont en cours sur les voilures super critiques. L'énorme avantage, pourquoi elles s'appellent super critiques? Bon, c'est un problème, c'est lié à la façon dont s'écoule l'air sur ces voilures. En fait, il y a des endroits où, à certains endroits de la voilure, l'écoulement de l'air est transsonique, c'est-à-dire frise la vitesse du son. Mais ça permet d'obtenir des portances bien supérieures avec des traînées bien moindres. L'objectif, c'est de diminuer la traînée. Pour diminuer quoi? La consommation. On a également des formes de voilure qui permettraient, par exemple, dans ce cas-là, de supprimer les dérives. Parce que ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça fait comme traînée? J'en ai besoin pour ma stabilité latérale, mais c'est horrible. C'est un quart de la consommation, c'est ça. C'est cette saleté de dérive qui fait une traînée induite très, très forte. Mais quand j'ai des ailes comme ça, je suis obligé d'avoir ça. Sinon, mon avion, il n'est pas maîtrisable. C'est une savonnette. Donc, je suis obligé d'avoir une dérive. Maintenant, on essaye. Alors, il y a des choses comme. Alors, on a commencé par mettre des winglets au bout. Mais si je vais au-delà des winglets, on peut même carrément avoir une voilure comme celle-là, complète, qui est extrêmement intéressante du point de vue portance et qui est surtout très stable. Très stable. Par contre, avant d'arriver à construire ça, on n'en a pas vraiment. Et d'autres choses, il y a évidemment le retour du supersonique. Les cellules portantes. Autrement dit, j'ai plus de différence entre, c'est à la limite de l'aile volante, où la cellule fait la moitié de la portance, voire les 2/3. Flying whales, etc. Des systèmes où l'avion et les compartiments passagers sont séparés, qui permet éventuellement de les larguer avec un gros parachute, si on a un pépin. Surtout, de se poser. Les gens sont déjà dans la cellule. On vient, je dirais presque comme on attache une caravane à une voiture. Il arrive, il se pose, on attache la caravane, on repart. Donc l'avion n'est plus immobilisé pendant des heures pour débarquer et embarquer les passagers. Alors, il y a plein de projets dans ce style-là. Alors évidemment, il y en a beaucoup. Alors,
il reste. Alors, la question, c'est est-ce que je décale mon podium ou pas? Parce que bon, il reste une demi-heure à faire sur la conquête spatiale. Voilà, ça, j'ai une demi-heure sur la conquête spatiale à faire. Et là-dessus, vous avez des questions qui tombent. Dans le BIA, ils en posent au moins, chaque année, sur les 20 questions d'histoire, il y a 2 ou 3 questions sur la conquête spatiale. Donc ça, je le ferai la semaine prochaine. On fera, oui, parce que là, il est 19h05. Désolé, aujourd'hui, déjà, c'était raccourci d'une demi-heure et on a démarré avec un quart d'heure de retard. Mais ça, c'est ma faute, c'est parce qu'on avait une opération, une manip sur Pont-sur-Yonne et Moret aujourd'hui qui était programmée, mais qui a un peu dérivé. Voilà, on fera la conquête spatiale la semaine prochaine et de l'anglais. Il y aura une demi-heure de conquête spatiale et on fera 1h30 d'anglais pour le dernier cours avant les vacances scolaires. Comme ça, on aura couvert tout le programme. Et le BIA blanc, donc on fera un vrai BIA blanc complet avec les 5 chapitres, ça sera le samedi 26 après-midi. Et ça sera ici et à IPZ. Il y aura des questionnaires là-bas, il y aura des questionnaires ici. On sera sur papier avec les vrais questionnaires, les vrais QCM et les grilles complètes. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter là l'enregistrement et je vous passe là, arrêter l'enregistrement. Voilà.